La Terre, une immense planète qui abrite 8 milliards d'êtres humains et qui pourvoit à tous nos besoins physiologiques. Mais qu'en est-il du monde des hommes silencieux, qui ont réussi à s'approprier les grands domaines de notre vie? Ceux qui siègent aux extrémités de la table et qui contrôlent toutes les richesses du monde central, 3 grandes entreprises. Avec ce que je vais vous raconter dans un instant, vous comprendrez que ce n'est pas une exagération de les présenter ainsi. Certains d'entre vous les ont peut-être vus quelquefois dans les journaux ou aux informations. D'autres ignorent même leur existence. Pourtant, ils sont présents dans absolument tout. Des transports à la technologie, de la boisson que nous buvons aux programmes télévisés que nous regardons, des vêtements que nous portons au shampoing que nous utilisons. Quand on parle de grandes entreprises, certains noms vous viennent sans doute en tête. Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Nike, Coca-Cola et même Pepsi. Mais non, je vous parle de 3 entreprises mères qui possèdent aussi celles-ci. Regardez tout de suite dans votre portefeuille. Si vous pensez que l'argent qui s'y trouve vous appartient, vous vous trompez. 3 grandes entreprises vont nous accompagner aujourd'hui. Pas d'inquiétude. Même si vous ne les connaissez pas directement, vous les connaissez très bien sous d'autres visages. Et vous le comprendrez beaucoup mieux à la fin de cette vidéo. Je vous présente donc BlackRock. Les entreprises contrôlées par ces 3 géants emploient ensemble plus de 23 millions de personnes. Prenons l'exemple de BlackRock, fondée en 1988 par Larry Fink en tant que société de gestion d'actifs. Aujourd'hui, avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, elle est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Pour mieux comprendre, cela représente plus que le PIB de la plupart des pays du monde, à l'exception des États-Unis et de la Chine. BlackRock est actionnaire de 88% des entreprises du S&P 500, l'indice phare américain. Avec ses 70 bureaux dans 30 pays et des clients dans 100 pays, elle est devenue une puissance colossale. Quand on regarde son histoire, on est frappé de voir qu'en seulement 34 ans, une entreprise fondée avec un budget de 88 millions est parvenue à une telle domination. Faisons un saut dans le passé. En 2008, une grande crise économique éclate. Qui l'État américain appelle-t-il à la rescousse? BlackRock. Cette crise a vu s'effondrer Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement américaines, avec 613 milliards de dollars de dettes, soit la plus grande faillite de l'histoire américaine. BlackRock a alors pris une place centrale. Autrement dit, tandis que les entreprises américaines vivaient un cauchemar, BlackRock profitait d'une période de grandes opportunités. Une entreprise qui, telle une ombre, avançait silencieusement mais raflait les contrats publics sans aucune mise en concurrence. Mais si vous croyez que BlackRock est seul, vous vous trompez. Souvenez-vous du début. J'ai parlé de 3 entreprises autour de la table: BlackRock, Vanguard et State Street. Elles sont non seulement les plus grands actionnaires des plus grandes entreprises du monde, mais aussi les plus grands actionnaires, les unes des autres. Un cercle fermé, un réseau imbriqué qui dissimule qui est réellement au sommet. Prenons un exemple. Vous pensez que le grand rival de Coca-Cola est Pepsi, n'est-ce pas? Les deux se livrent bataille, même dans leur publicité. Mais en réalité, ces 2 entreprises appartiennent aux mêmes actionnaires, BlackRock et Vanguard. Ainsi, que vous consommiez Pepsi ou Coca-Cola, c'est toujours la même main qui gagne. Ces géants utilisent les rivalités pour stimuler les ventes. Les gens prennent parti, parfois pour Pepsi, parfois pour Coca-Cola, mais à la fin, les profits reviennent toujours aux mêmes. Grâce à leur part considérable, ces sociétés détiennent un pouvoir de décision incroyable sur l'avenir des entreprises et les orientent
selon leurs propres intérêts. Et les banques? JP Morgan, Bank of America, Citibank. Leurs actionnaires principaux sont encore BlackRock et Vanguard. La différence est claire. Les banques contrôlent l'argent, mais les sociétés d'investissement contrôlent les actions. Et contrairement aux banques, elles ne risquent pas de faire faillite si les crédits ne sont pas remboursés. De même pour le pétrole. Aramco, en Arabie Saoudite, ExxonMobil, Total, encore une fois, les mêmes noms reviennent. Et pour l'or aussi. En réalité, dans presque tous les secteurs clés, on retrouve BlackRock, Vanguard et State Street. Pendant la pandémie de 2019, BioNTech et Pfizer ont mis au point un vaccin. Devinez qui sont leurs principaux actionnaires? Toujours les mêmes. Et chose surprenante, ces sociétés investissent aussi dans Philip Morris, le plus grand producteur de tabac au monde. Autre exemple, la société qui produit 92% des microprocesseurs mondiaux, essentiels pour les voitures comme pour les téléphones, a comme principaux investisseurs. Encore reliés à BlackRock et Vanguard via d'autres fonds. Et les médias? Ils disent que celui qui contrôle les médias contrôle tout. Aux États-Unis, 5 grands groupes dominent. CBS, Time Warner, News Corp, Comcast et Walt Disney. Qui sont leurs actionnaires? Encore les 3 mêmes. Netflix, Amazon Prime, YouTube, tous liés à eux. Et bien sûr, les grandes marques mondiales. Coca-Cola, Pepsi, Nike, McDonald's, Samsung, Apple, Tesla. Le pouvoir, l'influence, les milliards. C'est pourquoi BlackRock, Vanguard et State Street sont appelés les entreprises fantômes. En 2022, malgré les 10 000 milliards gérés par BlackRock, son PDG, Larry Fink, ne possède que 1 milliard en fortune personnelle. Paradoxe ou stratégie? Pensez-y. Vous parlez d'un sujet avec des amis et le lendemain, une publicité liée apparaît sur vos réseaux sociaux. Pourquoi ces services sont-ils gratuits? Qui en est propriétaire? Et surtout, à quoi appartiennent encore leurs propriétaires? La vérité, c'est que la plupart des gens ignorent totalement leur existence. Pourtant, ils façonnent nos vies en silence. Ils créent les tendances, contrôlent l'économie, la santé, la politique, la technologie. Nous ne savons que ce qu'ils veulent bien que nous sachions. On dit que 5 grandes familles contrôlent le monde. Mais derrière elles, qui contrôle réellement? Voilà la véritable question. Au sommet de la pyramide, il y a un pouvoir que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons probablement jamais, sauf s'ils décident un jour de nous le révéler. Ces 2 sociétés contrôlent le monde et pourtant tu ne les connais pas. Quand on pense aux sociétés les plus puissantes du monde, on pense souvent à Apple, Google ou Amazon. Cependant, ces sociétés ne sont que des petits poussets comparés aux 2 mastodontes que sont BlackRock et Vanguard. BlackRock et Vanguard sont les 2 fonds d'investissement les plus puissants du monde avec plus de 15 000 milliards d'actifs sous gestion, soit à peu près 5 fois le PIB de la France. Mais alors, en quoi ces 2 sociétés contrôlent-elles le monde? C'est simple, Vanguard et BlackRock détiennent des parts dans toutes les sociétés les plus puissantes du monde. Elles sont les premières actionnaires de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ce sont des véritables monstres financiers. Les 2 fonds possèdent des parts dans absolument tout, pharmaceutique, transport, banque, médias. C'est simple, chaque fois que vous faites quelque chose, vous rendez BlackRock et Vanguard plus riches. Regardez TF1, vous enrichissez Vanguard. Vous allez sur Instagram, vous enrichissez BlackRock. Vous achetez un iPhone, vous enrichissez Vanguard et BlackRock. Et le plus terrifiant, c'est que quand vous enrichissez Vanguard, vous enrichissez également BlackRock, car les 2 entreprises sont les premières actionnaires l'une de l'autre. Ces entreprises sont insubmersibles. Le souci, c'est que Vanguard et BlackRock, en plus de détenir des parts dans tous les plus grands groupes du monde, ont aussi une influence gigantesque dans le monde politique et social. BlackRock et Vanguard sont devenus tellement puissants qu'on dit souvent que ce sont des gouvernements fantômes. Par exemple, Emmanuel Macron est un proche de Larry Fink, le PDG de BlackRock, et ce dernier l'a notamment conseillé sur la réforme des retraites. Une telle concentration de pouvoir entre les mains d'une poignée de personnes ne peut que nous alarmer sur ce qui va se passer dans le futur, car avec une telle influence, BlackRock et Vanguard peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Il faut comprendre que par exemple le PDG de BlackRock, Larry Fink, n'était jamais venu en France avant l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Depuis que M. Emmanuel Macron a été élu, Larry Fink a dû venir en France, je sais, entre 15 et 20 fois avec son jet privé. Tous les politiciens de notre pays déjà sont passés ou sont en train de passer par le fameux programme des Global Young Leaders, programme qui a été élaboré et créé par Klaus Schwab en 2004.
quand j'avais regardé la liste en France des politiciens qui sont passés par ce programme, on retrouve sans surprise M. Emmanuel Macron, M. Gabriel Attal, et j'ai même retrouvé Marlène Schiappa. Ah, je lui ai dit, tiens, même Marlène Schiappa est passée. Donc il y en a beaucoup de Français, enfin beaucoup, notamment quasiment tous. Et à droite et gauche confondues. À droite et gauche confondues. Oui, oui, droite et gauche confondues. C'est rare aujourd'hui de trouver un politicien qui est échappé à ce programme de formatage. Le grand problème, c'est... À ce point, hein. Ah oui, oui. Mais le grand problème, vous savez, ça a été élaboré par Klaus Schwab. C'est pas... ça n'a pas été juste élaboré comme ça. Ça a été élaboré pour suivre une ligne directrice. Et la ligne directrice, c'est de permettre à cette oligarchie financière mondiale, donc telle que BlackRock, Vanguard, de continuer à établir donc ses bases en Europe occidentale et j'allais dire de tirer de cette Europe sa substantifique moelle, parce que c'est ça le problème. La puissance financière actuellement du fonds de pension BlackRock qui a investi dans toute l'industrie pharmaceutique et dans tout le CAC 40. D'accord ? Son budget, c'est le 3e budget au monde après celui des États-Unis et de la Chine. Je sais pas si vous voyez, on a changé de monde. Celui de Vanguard, c'est le 7e. D'accord ? Il faut voir les journaux scientifiques. PLOS vient d'être acheté par Soros, je crois. Les journaux scientifiques, pareil, appartiennent pour 5-10%, mais pour des minorités suffisantes pour pouvoir faire des minorités de blocage, à Vanguard et BlackRock, le Lancet, le New England. Et donc les gens même qui y échappent savent très bien qu'ils n'ont plus les mains libres. C'est drôle quand même. Pourtant, tout est devant nous et personne ne voit. Vous savez à qui appartient nos 3 000 milliards de dettes en France ? Vous voulez savoir qui possède notre dette ? Donc qui nous possède tout simplement ? Eh bien c'est très simple, regardez la vidéo. Vous avez 2 groupes qui ont racheté notre dette. Vous avez les BlackRock et les Vanguard Group. C'est des êtres humains qui sont derrière tout ça. Ce sont des multimilliardaires. Quant à l'argent, tu possèdes tout. Voilà. C'est bien la peine d'aller voter. Je voudrais des noms de tous les gens qui dirigent cette société. C'est Vanguard, en fait, c'est les grandes familles des gens. Bon, beaucoup de gens connaissent au moins 2. Il y a les Rockefeller et les Rothschild, mais pas que. Il y a aussi les familles Orsini, Vanderbilt, du monde de Moore. Voilà, ça, et quelques autres. La famille souvent des familles d'ailleurs, que ce soit Rothschild ou Rockefeller ou Vanderbilt, ça fait des presque des siècles, en fait. Ah oui, absolument. Mais ce sont ces très grandes familles qui composent, en fait, Vanguard. 13 entreprises. Et même chose pour BlackRock. Ah non, BlackRock c'est différent. BlackRock c'est 12 000 personnes avec un PDG qui s'appelle Larry Finch, je de mémoire. Mais ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que Vanguard est actionnaire de BlackRock. En revanche, même si vous êtes riche à milliards, vous ne pouvez pas acheter d'actions chez Vanguard puisque Vanguard n'est pas coté en bourse. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui, BlackRock est coté en bourse, mais pas Vanguard. Pas Vanguard. Et Vanguard, en revanche, est actionnaire de BlackRock. Ce qui fait que, voilà. Oui, mais les vrais teneurs de manette, si je peux dire, comme ça, de Vanguard. Voilà. Qu'est-ce que BlackRock ? Avec près de 7 000 milliards de dollars d'actifs gérés dans une centaine de pays, BlackRock est la première société de gestion d'actifs du monde. Sa filiale française existe depuis 2006 et gère plus de 27 milliards d'euros. Pour le dire autrement, BlackRock c'est le patron du patron. Tout peut se résumer à cette rencontre. En juillet dernier, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée le grand patron de BlackRock, Larry Fink, à sa droite sur l'image. L'opposition soupçonne le géant américain de faire du lobbying pour un système de retraite par capitalisation et donc mettre la main sur l'épargne des Français. Même les politiques sont obligés, évidemment, sont obligés en tout cas, non pas de se soumettre, mais d'être en position de rapport de force et dans le rapport de force avec les politiques. Vous dites presque BlackRock, qui ne se montrera pas comme ça, et presque dominant, on peut dire. Oui, j'aurais pas dit presque, j'aurais dit dominant, simplement. Ouais. Pour prendre un exemple très simple, donc BlackRock, depuis 2017, rachète sur Conner
la dette française, c'est-à-dire qu'ils rachètent notre dette massivement. On a émis pas mal de dettes depuis 5 ans, je pense que... Sujet dramatique, nous avons plus de 3 000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette? Qui sont les acheteurs des titres obligataires? Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous. Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État. Qui l'achète? Qui sont les prêteurs? Des fonds étrangers? La BCE? On lève de la dette, mais ça vous le savez très bien. Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. Oui. L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils? Des fonds chinois, américains? La Banque centrale? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons, même dans l'enjeu que nous avons à regarder. Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Enfin, les réponses seront apportées. Les réponses seront apportées. Et je pense qu'on n'est pas là dans un jeu de ping-pong, mais pour rassurer aussi. Il faut bien comprendre que prêter aux États, ça permet de prendre une partie du travail de toute leur population par l'impôt. La France aujourd'hui est un des pays au monde qui a la plus grosse pression fiscale. Direct, indirect, etc. Au monde, sur Terre, hein. C'est pas en Europe, c'est de tous les continents. Aujourd'hui, le service de la dette, j'aime bien ce terme service, on fait bien de l'utiliser même si c'est un terme euphémistique qui a été justement créé pour dire que c'est juste un service, non, c'est les intérêts, c'est l'esclavage, c'est les menottes de la dette. Le service de la dette, c'est le premier service public aujourd'hui, 60 milliards par an. Donc tous les ans, le travail des Français est confisqué par des boîtes comme BlackRock et Vanguard, qui détiennent la dette française et qui sont très contentes de la détenir, ça leur permet d'avoir un moyen de pression sur l'État, entre autres. Pas seulement, BlackRock et Vanguard, ils achètent la dette française sans se dire machiavéliquement le travail des Français, juste on la vend, nous donne le mot. Justement, donc c'est là que je vais intervenir en tant que journaliste citoyen, ils achètent la dette française pour contrôler, pour avoir un effet de levier sur la France. Machiavéliquement, oui, le terme est approprié, absolument. Machiavel serait fier d'eux. Vanguard, en réalité, a été fondée dans les années 70-75 par les 13 grandes familles les plus riches au monde. C'est documenté, hein, tout ce que je vous dis là est documenté. Ces 13 grandes familles n'apparaissent nulle part, elles sont pas dans le conseil d'administration, mais ce sont elles qui ont amené les capitaux pour fonder Vanguard. Et Vanguard, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas coté en bourse. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas acheter une seule action de Vanguard, ce qui veut dire que personne ne peut faire une opération Vanguard. Le truc, c'est que ces gens qui sont au pouvoir, en haut, veulent effectivement accroître leur contrôle de la majorité de la population planétaire. Or, une multitude de nations qui auraient encore des valeurs éthiques, morales et intègres, ça les arrange pas. Donc, ce qu'ils veulent, eux, c'est accroître leurs finances. C'est une idéologie criminelle derrière, c'est une idéologie mortifère. Hein. Pour accroître leur puissance, leur contrôle et leurs finances, ils ont besoin de contrôler le reste de la planète. Et comment ils le font? Ils le font simplement en s'assurant que tout le monde soit de plus en plus perverti, de plus en plus dénaturé, de façon à pouvoir mieux les contrôler et à pouvoir faire marcher la propagande, si vous voulez, médiatique qui tourne à plein régime. Avant de commencer nos échanges, je vais lire, si vous le voulez bien, parce que ça va nous permettre de planter le décor et de rentrer très vite dans le sujet. C'est votre 4e de couverture du livre Les Démasqués. Notre planète est-elle dirigée par un groupuscule de financiers nomades et apatrides œuvrant pour l'établissement d'un gouvernement mondial? T'en viens de parler. Est-elle sous l'empire des propriétaires de Vanguard qui n'aiment pas être sous les feux de la rampe, à savoir les Rothschild, les Orsini, les Bush, la Maison Royale Britannique, les Dupont, les Goldman Sachs, les Soros, avec leur Open Society, les Morgan, les Vanderbilt, les Rockefeller et leurs satellites. Ces familles adeptes des clubs très fermés de l'ostracisme social sont parfaitement identifiées dans la chronologie élaborée par l'auteur, à savoir Claude Janvier. Leurs sociétés tentaculaires, secrètes et discrètes ont pour but essentiel de trouver, d'enrôler et de placer, selon leurs besoins, une élite politicienne à la tête des pays de leur choix, pour exécuter à la perfection les termes de leurs agendas, établis sous l'autorité du Forum économique mondial, de Klaus Schwab et consorts. Bon, on pourrait presque dire qu'il y a derrière ces 13 familles, peut-être parmi les fameux commanditeurs dont on parlait. On ose à peine le dire. Est-ce que vous voulez lancer un peu les salves d'interrogation à notre ami Claude Janvier? Eh bien oui, Claude Janvier pointe le cœur du dispositif oligarchique mondialiste et financier. C'est justement cette structure Vanguard que finalement le public ne connaît absolument pas
et cette structure ne veut surtout pas être connue du public. Et si on peut parler de marionnettistes du mondialisme, ils sont là. Ce sont eux, ces marionnettistes du mondialisme, car en effet, comme Claude Janvier le démontre très bien dans son excellent ouvrage, eh bien, le Vanguard a des participations dans des structures, alors que l'on connaît beaucoup plus comme BlackRock, qui est une gigantesque structure d'investissement. Et BlackRock contrôle une quantité phénoménale de sociétés. Et il y a d'autres structures comme BlackRock qui font de même. Et l'on voit que cette structure de contrôle qui part des 13 familles de Vanguard et qui aboutit à un ruissellement de prise de participation, à une cascade de prise de participation qui s'étendent dans presque le monde entier, cela montre où est le vrai pouvoir actuellement dans le monde d'aujourd'hui, et Claude Janvier le dépeint très bien. Eh ben, il va continuer à le dépeindre, et puis petit à petit, on ira peut-être sur un des thèmes du jour, qui est l'influence de ces familles, non pas de ces 13 familles, en tous les cas, avec les conflits qui nous occupent aujourd'hui, dont l'Ukraine. Claude Janvier. Oui, eh bien, donc, on en arrive à la haute finance internationale, hein, effectivement. Donc, je m'y suis intéressé parce que j'ai pu constater que depuis 3 ou 4 décennies, le paysage de la haute finance internationale a considérablement changé, a considérablement évolué avec l'émergence effectivement de monstres financiers comme BlackRock, le premier, Vanguard le deuxième et State Street le troisième. Et c'est vrai que tout le paysage effectivement de la haute finance internationale a considérablement changé avec ces énormités financières. Il faut savoir que BlackRock gère à peu près 9 000 milliards de dollars aujourd'hui pour un peu plus d'une trentaine de millions d'investisseurs, ce qui est quand même énorme. Effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, BlackRock a des participations dans toutes les entreprises, les grandes entreprises occidentales, quelques-unes à des participations aussi en Asie. Bon, c'est un peu plus difficile pour eux pour l'instant de rentrer en Russie et pour cause, de rentrer en Chine aussi et pour cause également, mais ils sont quand même très présents au Japon, très présents dans les anciens pays du Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est vrai qu'ils gèrent, c'est assez monstrueux, BlackRock aujourd'hui à pignon sur rue, y compris chez nous, donc en France, à Bercy, mais ça on va y revenir tout à l'heure parce que là on va faire un petit dérapage plus tard sur l'état profond français. En attendant, BlackRock, ce qui est ennuyeux, c'est qu'ils ont mis au point un super logiciel qui s'appelle Aladdin, qui est un acronyme en fait, qui s'appelle Asset Liability, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet acronyme, ils ont réussi à le faire coller avec, vous savez, la fameuse légende du fils du pauvre tailleur qui s'appelle Mustapha, qui frotte sa lampe à huile, qui fait apparaître un génie, qui va exaucer tous ses désirs, la fameuse légende merveilleuse d'Aladin. Ils ont réussi à faire coller cet acronyme avec cet élan, avec cette histoire merveilleuse. Et ce qui fait que dans le subconscient collectif, quand BlackRock présente son super logiciel Aladdin, dans le subconscient collectif, c'est bien. C'est une bonne chose. Alors, c'est quoi ce super logiciel ? C'est 5000 ordinateurs branchés en réseau, il faut le savoir, gérés par 2500 personnes qui travaillent, qui sont donc des employés de BlackRock, dans des lieux tenus secrets. Il faut le savoir. Je ne suis pas arrivé, et moi et d'autres, nous ne sommes pas arrivés à savoir exactement là où ils sont. Ils sont entre les fleuves Missouri et Mississippi, puisqu'ils ont besoin d'énormément d'eau pour refroidir un peu tout le système. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 5000 ordinateurs font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. Ah oui. C'est-à-dire que ils faussent en fait tous les cours de toutes les bourses internationales. C'est-à-dire que ce sont des robots et la moindre hausse, ils engrangent. Comme il y a des millions de dollars derrière, chaque jour leur rapporte des millions de dollars. La moindre baisse, les robots s'arrêtent. Comme ça, ils ne perdent pas beaucoup d'argent. Et dès que ça repart à la hausse,
ces super ordinateurs engrangent. Mais ça fausse, en réalité, toutes les bourses internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'analyse du trading comme on le faisait il y a 40-50 ans. C'est-à-dire, à 40-50 ans, on pouvait s'intéresser à une société, se dire, tiens, bah oui, je crois en son produit, je crois en son PDG, etc., en ses actionnaires, oui, d'accord, je vais acheter quelques actions. Voilà, on faisait ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de faire une analyse fondamentale, puisqu'en fait, tous les cours sont faussés. C'est-à-dire qu'une entreprise, une start-up aujourd'hui qui va être cotée en bourse peut très bien avoir un produit qui va pas être, bon, ma foi, plus que ça original, mais son action va s'envoler parce que derrière, c'est poussé par les ordinateurs de BlackRock. Donc, c'est un véritable fléau. Ce géant financier est un redoutable fléau. Et effectivement, nous en arrivons au deuxième fléau qui est encore pire que le premier, c'est-à-dire Vanguard. Puisque Vanguard, je m'y suis intéressé. Et je m'y suis intéressé parce que ce qui m'a attiré l'œil, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Ben oui. Alors, je me suis dit, comment un monstre financier comme Vanguard ne peut pas être coté en bourse? Il faut savoir que Vanguard gère 7 000 milliards d'actifs pour à peu près un peu plus d'une trentaine de millions d'investisseurs. Alors, Vanguard a été créé en 75 de mémoire par un monsieur qui s'appelait Boyle, qui, en fait, ce nom apprendra rien à personne. Moi, m'a rien appris. J'ai recherché un peu le conseil d'administration de Vanguard. Je me suis aperçu, c'était des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui ont des CV longs comme le bras au niveau des hautes études commerciales, etc. Mais en réalité, quand on commence à creuser un peu, on arrive à découvrir que les capitaux de Vanguard, au départ, ont été amenés par les 13 grandes familles les plus riches au monde. Je pense que le grand public en connaît au moins deux, si je parle de la dynastie Rothschild et de la dynastie Rockefeller, celles-ci sont largement connues du grand public. En revanche, celles qui sont moins connues, comme Vanderbilt, Orsini, celles-là, ma foi, elles sont beaucoup moins connues. Dupont de Nemours est présent dans ces deux grandes familles. Cette famille était relativement assez connue dans le monde industriel, puisque c'était un grand groupe industriel français. Après, sans surprise, nous avons la famille royale d'Angleterre, la City de Londres. Nous avons... Alors, récemment, ils ont coopté la famille Bush, parce qu'il faut savoir, ils se cooptent entre eux. Oui. Ça, c'est très intéressant. Et nous avons la famille Morgan. Enfin, voilà à peu près le noyau dur. Donc, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a Soros aussi. Il y a Soros. Alors, Soros, je le place pas sur le même niveau. C'est-à-dire que là, les 13 grandes familles, c'est vraiment les 13 grandes familles qui détiennent réellement Vanguard et qui, en fait, vont accepter une famille selon leur bon vouloir. Mais en dessous, juste en dessous, ils ont leur valet, je dirais, ultra friqué, entre guillemets. Bill Gates, d'un côté, qui lui est un grand spécialiste, comme tout le monde le sait, du domaine de la santé, puisqu'il faut savoir quand même que Bill Gates, aujourd'hui, finance aux 2/3 l'OMS. C'est-à-dire que l'OMS, aujourd'hui, avec sa fondation Bill et Melinda Gates, et aussi la Gavi, et je rappelle ici que la Gavi est une fondation totalement créée par Bill Gates, en fait, Bill Gates contrôle à peu près les 2/3 de l'OMS, aujourd'hui, financièrement parlant. Donc, il contrôle pour vous, Gates, c'est un obligé de ces 13 grandes familles, et rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Il est effectivement, les 13 grandes familles sont au-dessus. Parce que si vous remarquez bien, ces 13 grandes familles, on en entend quasiment jamais parler. Orsini, par exemple, c'est vrai que quand on va chercher sur Internet, on trouve tout un tas de choses, dont la vipère d'Orsini, qui est une vipère européenne. Très venimeuse. C'est vrai que l'image est bonne. Celle-là, j'y avais pas pensé. Vous voyez, ça peut rentrer dans l'humour, effectivement, un peu décapant. Ouais, c'est ça.